Salut YouTube, on attaque les reviews. Comme je triche un peu et que je commence en plein milieu de la saison, cette review sera pas sur une seule course, mais sur les 13 premières courses qu'on a vues depuis le début de la saison. Donc on regarde ça ensemble. Donc l'objectif ici, ça va être de voir en globalité les 13 premières courses, chaque écurie un peu, les différentes batailles qui se passent au niveau du championnat. Mais avant ça, la rubrique de la note. La note du coup, pour cette première moitié de saison, je mets une note de 7 sur 10. 7 sur 10, certes un peu sévère, au vu des différents grands prix qui ont été comme assez agréables avec les nouvelles réglementations, avec du coup les différentes batailles qu'on a pu avoir avec les voitures qui peuvent mieux se suivre. Mais globalement, au vu des 3 premières courses qu'on a eues, je trouve qu'on pourrait avoir un championnat bien meilleur. Une, la faute à Ferrari, et de deux, l'écart entre les top teams et le reste du plateau qui reste encore trop important. Certes, c'est des nouvelles réglementations, c'est normal, mais aucune des équipes du milieu de tableau n'a réussi à vraiment faire le gap et à revenir sur les top teams, donc je trouve ça un peu dommage. N'hésite pas à me dire quelle note toi tu donnes aux 13 premiers Grands Prix, et sinon, c'est parti pour parler de ce début de championnat. Max versus Charles. Ferrari contre Red Bull, c'est l'essence même du coup de cette saison 2022. On a deux duels, Max contre Charles, et on en parlera plus tard, Carlos contre Checo. Donc ce duel pour le titre pilote, il commence magnifiquement bien. Bon certes on a les abandons de Red Bull au début, mais globalement on a un duel entre les deux pilotes tête de leurs équipes, et les deux voitures semblent être assez égales niveau performance, avec certes quelques points plus avancés niveau aéro chez Ferrari, quelques points moteurs plus avancés du côté de chez Red Bull, mais dans l'équilibre de la chose, ça donnait des voitures différentes et en même temps des voitures compétitives pour les deux. Donc on a 3-4 Grands Prix qui se passent très bien. On a certes les deux abandons de Red Bull, mais on sent que la Red Bull est capable de revenir. Et puis depuis le Grand Prix d'Espagne, c'est l'hécatombe. Depuis l'Espagne, c'est un seul podium lors de sa victoire en Autriche pour Charles Leclerc. On a la casse moteur en Espagne, le fiasco stratégie de Ferrari au niveau du Grand Prix de Monaco, la casse à Bakou, la remontada de Charles qui le ramène quand même jusqu'à une très bonne position en partant dernier au Canada, le problème de stratégie au Grand Prix d'Angleterre, l'erreur de Charles au Castellet, et enfin le nouveau problème de stratégie au Grand Prix de Hongrie. Ça fait beaucoup. Du coup, on passe d'un Charles Leclerc qui a 40 points d'avance sur Verstappen à cause de ces deux abandons à un Charles Leclerc qui a plus de 80 points. 13 courses ont été réalisées, il en reste plus que 9. Plus de la moitié des courses ont été faites, et pour rattraper ça, face à un Max Verstappen qui ne fait absolument aucune erreur, Red Bull qui est implacable sur la stratégie, ça me semble impossible. À ce stade-là, si Verstappen finit deuxième à toutes les courses, il sera champion du monde, même si Charles gagne tout. Et ça fait mal. Il va falloir un miracle pour remettre Charles en position de gagner ce titre, et c'est pas à cause de ses erreurs qu'il en est là. Donc là, pour Red Bull, c'est quasiment gagné, et c'est vraiment dommage, parce qu'on avait une belle saison devant nous. Ferrari nous l'a un peu enlevé. Donc globalement, le duel est magnifique, les deux pilotes sont parfaits au niveau du casting, mais il y a une équipe qui flanche un peu, et derrière, au championnat, c'est joué. Le deuxième duel, Checo contre Carlos. C'est un peu les opposés. Il y en a un qui a très bien commencé, l'autre très mal, et plus ou moins un peu au même moment, ça s'est inversé. On se retrouve avec un Carlos Sainz qui marche très fort en ce moment, et à côté de ça, un Sergio Perez qui est vraiment dans le dur. Pas dans le dur au point de Gasly et Albon précédemment, mais par rapport à Verstappen, par rapport au Ferrari, et même par rapport au Mercedes des fois, bah c'est limite. Donc on a un Checo Perez qui commence l'année avec une voiture qui est assez neutre finalement. Elle est pas orientée vers Verstappen. Donc on le voit, il est assez performant, jusqu'à le point d'orgue de sa saison, sa victoire à Monaco, suivi d'un renouvellement chez Red Bull. Saison parfaite pour lui jusque-là. Et ensuite, à partir de Bakou, ah là c'est compliqué. À Bakou, il est déjà largement dominé par Max Verstappen. Et ensuite, c'est un seul podium au Grand Prix d'Angleterre où il a quand même pas mal de chance avec une safety car, au compteur de Checo Perez. Les raisons de cette absence des podiums, j'en vois deux. De une, les nouvelles améliorations de chez Red Bull qui orientent un peu plus la voiture du côté de Max Verstappen, et on a un Checo du coup qui est peut-être moins à l'aise avec la voiture. Et de deux, les Mercedes. Elles sont de plus en plus au niveau, et on les voit sur les podiums. Et du coup, au niveau de Perez, on le voit de moins en moins sur les podiums. A l'inverse, on a un Carlos Sainz qui commence très mal. Pas au niveau de Leclerc à Bahreïn, on le voit commettre des erreurs. En Australie, un abandon à Imola à la suite d'un contact avec Ricciardo. Une erreur en Espagne qui l'empêche de jouer pour la win. Et la stratégie Ferrari lui enlève la potentielle victoire à Monaco. En plus d'un Latifi qui le bloque quand même sur son tour de sortie. Et à partir de là, on a un Carlos Sainz qui est revigoré et qui reprend confiance dans sa voiture. Et ça marche bien. Canada, il a deux doigts d'enlever la victoire à Max Verstappen.
Et très honnêtement, je l'ai jamais vu au niveau de Verstappen depuis le début de l'année. Et après le Grand Prix de Canada, c'est la libération. Première victoire pour Carlos Sainz en F1, certes à la suite de circonstances, avec Verstappen qui a son souci, avec Leclerc qui n'est pas mis en tant que favori au niveau de la stratégie, ça marche bien pour lui. Derrière, Grand Prix d'Autriche, il est solide deuxième quand son moteur décide de partir en barbecue. Grand Prix de France, il nous sort une masterclass en partant de la dernière place avec certes un moteur frais, mais on a un Carlos Sainz qui est en feu et qui aurait dû et pu finir troisième. Encore une fois, des problèmes de stratégie du côté de Ferrari. Et enfin, en Hongrie, il est au niveau de Charles Leclerc, mais le podium lui échappe. Les rouges marchaient pas avec Ferrari à la fin, mais globalement, il était au niveau. Ce qui nous donne un Carlos Sainz qui n'est qu'à 20 points de Charles Leclerc à la fin, et quand on prend en compte son abandon au Grand Prix d'Autriche qui lui coûte 18 points, en fait, Sainz et Leclerc, c'est quasiment le même nombre de points sur une demi-saison. Et quand à côté de ça, Checo est à 75 points de Max Verstappen, on se dit qu'il y en a un qui réussit mieux que l'autre. Après certes, Perez a toujours plus de points que Carlos Sainz, mais je trouve qu'au niveau des tendances, Sainz est sur la meilleure posture, et sur le long terme, ou en tout cas jusqu'à la fin de la saison, je le vois mieux réussir sur cette saison. Malheureusement, pour Ferrari, au niveau du championnat, c'est pas le deuxième pilote qui joue en la faveur du constructeur, c'est le premier pilote. Et avec un Charles Leclerc à 75 points aussi de Max Verstappen, c'est trop compliqué. Les Silver Arrows, très bizarre cette saison pour Mercedes. Au vu de leur palmarès récent et au vu des résultats qu'ils ont, ça pourrait sembler être une mauvaise saison. Pas de victoire, une seule pole pour George Russell en Hongrie et des podiums qui ont mis du temps à venir. Mais quand on voit la performance de la voiture au début de la saison, la performance de la voiture actuellement, le nombre de points qu'ils ont réussi à engranger, la régularité et le package global voiture et les deux pilotes, moi je trouve que c'est presque la meilleure écurie de ce début de saison. Ils ont été capables de gratter absolument tout ce qui était grattable, au point d'être qu'à 30 points de Ferrari au championnat constructeur. On a d'un côté un George Russell qui semble épanoui dans sa nouvelle équipe et qui ne fait absolument aucune erreur. Ça lui a même valu le surnom de Mr. Consistency dans le début de saison, avec sa série de top 5 pendant 7 à 8 Grands Prix. Et de l'autre côté, on a un septuple champion du monde qui est encore plus fin que jamais. Et sur les 5 dernières courses, pour Monsieur Lewis Hamilton, c'est 5 podiums. En plus de ça, il aurait pu gagner en Espagne, à mon avis, s'il n'avait pas eu le contact avec Kevin Magnussen. Et sans la safety car provoquée par Esteban Ocon à Silverstone, ça aurait pu être une magnifique victoire pour Lewis Hamilton. Donc globalement, saison en demi-teinte pour Mercedes, avec une voiture qui performe pas comme les années précédentes. Ils sont en retard par rapport à Red Bull et Ferrari, mais je trouve que leur saison pour l'instant, ils auraient pas pu faire mieux. Le duel pour la 4ème place constructeur. Alpine contre McLaren. En début de saison, j'aurais pas pensé dire ça. Pour moi, McLaren, ils avaient raté le jump vers 2022. Ils étaient à se battre avec Williams. Mais en 2-3 Grands Prix, ils ont réussi à revenir. On a vu un Lando Norris sur le podium à Imola. Et on les voit assez régulièrement dans les points. De l'autre côté, Alpine, une top speed incroyable. Globalement, je pense, ils ont le meilleur package. Mais derrière, c'est la fiabilité qui peine un peu. On a un Fernando Alonso qui est un peu en retrait en nombre de points par rapport à Esteban Ocon, alors que je pense qu'en termes de performance, il est un peu au-dessus. Mais globalement, il y a 50-60 points qui sont passés je ne sais où. Entre le problème de fiabilité après sa première ligne au Canada et son problème moteur qui le font finir 9ème à cause de la pénalité à la fin, le souci en Australie qui lui empêche de potentiellement avoir une pole, globalement la fiabilité, c'est pas ça. Et à côté, on a un Esteban Ocon qui ramène tout ce qu'il peut ramener, et franchement, il est très solide là-dessus. Très régulier, et il va gratter le max de points. Pour Alpine, c'est parfait. De l'autre côté, on a un Lando Norris, comme on l'a dit, podium à Imola, et il va ramener tous les points possibles. Et à côté, on a un Daniel Ricciardo. Et j'ai beaucoup de mal à le dire, mais c'est un peu le maillon faible. Et Ricciardo, c'est 19 points au championnat. Norris, 67. Certes, je trouve qu'en termes de différence de rythme, il est plus proche de Norris que l'année dernière, mais ça se ressent pas en termes de résultats. C'est malheureux pour lui, mais si McLaren est derrière Alpine, c'est en grande partie à cause de lui. Et ça risque de se ressentir au niveau du mercato. On en parlera sûrement dans une autre vidéo. Du coup, pour la fin de la saison, Alpine ou McLaren, à vous de me le dire. Mais globalement, je trouve qu'Alpine a quand même le meilleur package. Après, peut-être qu'avec le départ d'Alonso, il y aura peut-être une mauvaise ambiance. Mais bon, McLaren aura la sienne avec Ricciardo finalement. Les grands gagnants de la nouvelle réglementation, As et Alfa Romeo. Deux équipes qui étaient cantonnées à se faire éliminer en Q1. Et As a vraiment resté très loin. La saison commence pas très bien en plus pour As, avec l'histoire de la guerre en Ukraine, le contrat avec leur sponsor majeur qui est rompu, et Nikita Mazepin qui est renvoyé. Bon, au change, ils ont quand même récupéré Kevin Magnussen, ce qui est une bonne chose. Et derrière, première course de l'année, As, P5. À côté de ça,
et de Kevin Magnussen qui réussit super bien avec la Haas. On a un Mick Schumacher qui a fait des grosses erreurs et a coûté, je pense, très cher à Haas, avec des crashs à plus d'1 million entre Jeddah et Monaco. Petite charrette à Monaco d'ailleurs. Mais dernièrement, le Mick, il est chaud, hein. Entre le Grand Prix de Canada, où déjà il est dans les points et c'est le moteur Ferrari qui l'empêche d'aller marquer ses premiers points, et le Grand Prix d'Autriche, où clairement il était plus rapide que Magnussen. Mais derrière, il a marqué ses premiers points à Silverstone, il remarque des points en Autriche, et il est très très solide dernièrement, et à la comparaison avec Magnussen, ça commence un peu à s'équilibrer. De l'autre côté, on a Alfa Romeo. Alfa Romeo, c'est un Valtteri Bottas que j'adore. Depuis qu'il est plus à Mercedes, je le trouve tellement mieux. Je trouve qu'il est à sa place, et en tant que team leader, il est vraiment bien. Il fait des prestations très solides, il marque les points quand il peut. Et à côté, on a un Guan Yu Zhou qui est malchanceux, mais au niveau. Il va récupérer quelques points. Il n'a pas l'expérience de Bottas pour aller gratter encore un peu plus. Ça se ressent au niveau des points. 49 pour Bottas, 5 pour Zhou. Globalement, c'est deux très beaux packages, mais un peu un manque de régularité pour aller chercher Alpine et McLaren. En plus de ça, les deux ont eu leur malchance avec le moteur Ferrari qu'on connaît pas très fiable. AlphaTauri et Aston Martin. Ça me fait mal parce que Pierre... AlphaTauri a connu 2 dernières saisons assez bonnes et je pense les meilleures de l'écurie italienne. Une victoire de Pierre Gasly et globalement ça se battait pour la 5e place constructeur. Pour une équipe qui a l'habitude de rouler bas dans le peloton. Mais depuis les dernières réglementations, c'est pas top. On a certes un Yuki Tsunoda qui est un peu plus au niveau de Pierre Gasly, mais globalement, ils sont sortis du top 10 en fait. On les voit très rarement dans les points. Et au niveau comptable, ça se ressent. Moins de 30 points en 13 courses. Beaucoup d'abandons aussi de la part des deux. 6, 3 chacun. Donc globalement, cette AlphaTauri, elle est pas top. On a vu quelques belles courses, notamment Gasly à Bakou. Mais par rapport aux 2 dernières saisons, c'est dur. Et à côté de ça, on a Aston Martin. Aston Martin, c'est peut-être le projet qui va exploser dans les prochaines années. Le Covid a un peu retardé ça, avec la construction du coup de leur usine qui est en retard et qui est en cours en ce moment même. Donc le projet, c'est d'être une équipe capable de gagner des courses pour 2024-2025. Et depuis que la Racing Point est devenue Aston Martin, ils y sont clairement pas. L'année dernière c'était déjà pas incroyable, et cette année c'est pas mieux. Pourtant, venant d'une équipe qui a recruté pas mal d'ingénieurs chez Red Bull, chez Mercedes, on se dit que ça aurait dû être mieux. Avec un line-up qui est quand même pas dégueu, c'est Vettel, pour Lance Stroll, qui est non plus pas horrible, on se retrouve avec 2 pilotes qui sont quand même souvent éliminés en Q1. On a vu quelques éclats de génie en cours, avec des longs runs en hard, ils ont l'air d'être assez bons à ça, et des petites arrivées dans les points. Dernièrement, c'est allé encore mieux, en France, 10ème, et en Hongrie, 9ème et 10 il me semble. Du coup, à côté de ça, on a un Seb Vettel qui malheureusement prend sa retraite, mais peut-être qu'un Fernando Alonso va venir booster ça. Donc Aston Martin, à l'année prochaine, en espérant que ce sera mieux. Et enfin, Williams. Williams, c'est un peu cette personne que t'aimes bien dans le fond, t'as envie qu'il fasse bien et qui arrive jamais. Ça fait, je pense, 5 ans qu'ils sont dans le dur, qu'ils sont au fond du peloton. On a eu l'année dernière où c'était un peu mieux. Bon, on a vu Russell en Q3 quand même. On a vu Russell sur le podium, que c'était vraiment un grand prix. Mais surtout, le plus important, on a vu des points. C'est encourageant pour Williams. Et nouvelle réglementation, tout le monde est remis au même niveau. C'est l'opportunité. Non. 10ème. Pourquoi c'est mon constructeur 3 points. Bien gentiment ramené par un Alex Albon qui surconduit la voiture. Et à côté de Latifi, je suis pas sûr qu'il va en ramener cette année. Surtout au vu de son début de saison, où il était sacrément loin. Donc globalement pour Williams, une nouvelle année à oublier. Je pense qu'ils finiront 10ème. Je les vois pas mettre 17 points pour rattraper Aston Martin qui ont déjà 20 points. À moins d'amélioration phénoménale, je pense que c'est déjà mort. Donc voilà, pour ce petit récap, cette review de ce début de saison. On va passer maintenant à la section des tops et flops. Pour mes tops, en premier, en fait, je me suis pas foulé, Max Verstappen. Max Verstappen associé à Red Bull quand même. Parce que depuis le début de la saison, ils sont flawless. Aucune erreur, à aucun moment on a l'impression qu'ils sont inquiétés. Même à un Grand Prix de Hongrie, où il part 10ème, il va gagner la course avec une stratégie magnifique de la part de Red Bull, et il va même gratter des points sur un Charles Leclerc qui partait dans le top 3. Deuxième top, vous le voyez, c'est As. Parce que franchement, quand on parle de ce qu'ils faisaient l'année dernière, et quand on voit ce qu'ils font cette année, c'est remarquable. Ils ont réussi le jump de 2022 à la perfection. Toujours pas d'amélioration depuis le début de saison, et ils sont toujours aussi réguliers et aussi performants, donc franchement, chapeau. Et enfin, le dernier top, les réglementations. Je kiffe regarder les courses cette année, à part Bakou, je crois que j'ai dormi. Et si Ferrari avait pas été juste là, je pense qu'on aurait pu avoir un sacré championnat. Donc, bravo la FIA, continuez comme ça, c'est top. Les flops. Bon, numéro 1, je vous l'explique ou Ferrari nous sabotage ce championnat malheureusement. Ils ont été
irrégulier, incompétent au niveau de la stratégie par moment, et que Mattia Binotto nous sorte que la saison est très bonne, bah je l'ai un peu en travers de la gorge. Sachant que moi, comme vous le voyez, bah j'aurais bien aimé qu'il gagne. Flop numéro 2, j'ai hésité entre Aston Martin et McLaren, mais finalement j'ai choisi McLaren, parce que je trouve que ça aurait dû être l'équipe qui allait faire le saut vers les top teams. Et en début de saison, j'ai cru qu'ils s'étaient complètement ratés et que ça allait être très très compliqué. Ils ont réussi à revenir, ils se battent avec Alpine, mais la bataille avec Alpine, ça fait 3 ans en fait. Donc j'aimerais bien, pour le sport aussi, qu'une équipe réussisse à rentrer dans ce cercle de top team. Je pensais que ça aurait été McLaren, et je pensais que ça aurait été cette année, et c'est pas le cas. Et enfin le dernier flop, bon bah Williams, pareil, pas de grandes explications nécessaires. Ils sont à leur place, et malheureusement ça leur va pas très bien. Et avec les nouvelles réglementations, j'aurais vraiment espéré qu'ils arrivent à se rapprocher, à avoir une voiture un peu comme Alfa Romeo et As, à avoir les top 10 des fois non. Mais bon, il faut des derniers, et malheureusement c'est eux, plus souvent que d'autres quand même. Donc voilà, pour mes top flops, n'hésite pas dans les commentaires à me dire les tiens. Et enfin, pour finir cette review, je propose 2 pronostics pour la prochaine course. Prochain Grand Prix, Spa-Francorchamps, le week-end du 27-28 août. Mes 2 propositions, Pierre Gasly dans le top 10, certes il n'a pas l'AlphaTauri pour, mais il a toujours été performant sur circuit, et j'y crois. Et enfin, au vu de la top 6 de l'Alpine, j'en vois une des 2 dans le top 5 en qualif. J'avoue que celui-là, j'y crois pas. N'hésitez pas à me dire vos pronostics dans les commentaires, j'en choisirai 2, et on fera un petit contest, vous compte moi, tu vois. Donc voilà, pour cette review, j'espère qu'elle t'aura plu. S'il y a des choses avec lesquelles t'es d'accord, n'hésite pas à le dire. S'il y a des choses avec lesquelles t'es pas d'accord, mais n'hésite pas à le dire, je serai très intéressé d'avoir ton avis. Donc en attendant, bah n'hésite pas à t'abonner pour avoir les prochaines previews. Lâche ton like si ça t'a plu, ton dislike si ça t'a pas plu, franchement, fais-le. Et sinon, on se dit à la prochaine pour le review du Grand Prix Spa.